Et donc, le sujet de ce soir, c'est donc l'espace va-t-il voler en éclats? Voilà, donc je pense que vous êtes plus ou moins tous au courant que l'orbite terrestre, les orbites terrestres sont en train de se densifier un peu, les orbites basses en particulier. Et donc, il y a du monde là-haut, il y a des méga-constellations, peut-être si vous avez entendu parler, des initiatives en particulier américaines, avec plusieurs milliers de satellites qui arrivent en orbite basse sur différents plans. Et tout ça fait que, alors on verra un petit film, qu'il y a du monde, et donc il va falloir réfléchir à ce qu'on veut faire de cet espace, et si on veut qu'il continue à être respirable, si je puis dire. Voilà, donc c'est l'objet de cette soirée qui n'est pas donc sous forme de conférence, hein, mais sous forme plutôt de table ronde. Moi, je vais vider un peu, je ne vais pas faire de pub, mais j'aime bien l'émission C'est dans l'air, et donc c'est un peu cette forme-là. On a un peu des experts, et ils vont se présenter, et puis après, une grande partie, on a jusqu'à 20h, ça fait 1h30 à peu près, une grande partie sera dédiée aux échanges entre vous et les personnes qui sont autour de la table ronde. Voilà, hein, de façon vraiment spontanée sur ce sujet qui est quand même un sujet de société. Voilà, donc je merci encore une fois donc, au nom de la 3F, du CNES et de la Cité de l'Espace de votre présence. Et puis je laisse Christophe Chaffardon de la Cité de l'Espace animer cette soirée. Merci beaucoup Nicolas. Donc, on est vraiment ravis de vous voir si nombreux pour cette conférence en ces temps qui courent, ça fait plaisir. Et surtout sur un sujet qui nous tient en cœur, qu'on connaît bien, la Cité de l'Espace. Vous savez, beaucoup de visiteurs nous posent des questions autour de ce sujet. Donc on va aussi bien écouter tout ce qui va être dit aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier tous les intervenants. Ils sont nombreux autour de la table. Alors je vais les présenter brièvement. Après, on va regarder, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, un petit film. Alors ça ne va pas durer longtemps, 2 minutes, 2 minutes 30, pour poser un petit peu le décor de cette problématique. Et puis après, messieurs, je vous ferai réagir sur cette vidéo, puis vous allez nous expliquer aussi un peu plus précisément vos activités. Alors, sont présents 6 personnes ici et 1 personne en Zoom. Donc, il nous entend, il n'est pas là. Voilà, nous pouvons le voir. Bonjour. On va peut-être commencer par vous, Jean-François Bureau. Jean-François Bureau, Eutelsat, donc ancien directeur des affaires institutionnelles et internationales. On va régler le retour. Merci beaucoup, Jean-François Bureau, d'être avec nous à distance. Merci à vous. Alors après, Patrice Brudieu. Bonjour Patrice Brudieu. Alors, ancien conseiller espace du DG Recherche au ministère du DG Recherche et Innovation et directeur du département politique spatiale et défense, tout juste retraité. Vous pourrez peut-être nous l'expliquer tout à l'heure un peu plus précisément. Alors, je ne le fais pas dans l'ordre, hein, mais dans l'ordre de ma liste, Laurent Francillou du CNES, Laurent Francillou qui est le chef du service sécurité des vols spatiaux. Daniel Brio qui est là, Airbus Defence and Space, coordinateur des bruits spatiaux, tout simplement. Donc là, on va aussi avoir, on voit déjà la diversité des acteurs qui sont autour de la table, et ça, c'est vraiment intéressant. Arnaud Varinois, Emeria, qui est le responsable satellite chez Emeria, donc là aussi, un autre acteur qui va pouvoir nous donner son témoignage. François Laporte, qui est juste à côté de moi, du CNES, responsable du système Caesar. Donc ça, il faudra nous expliquer ce que c'est ce système Caesar, bien sûr. Et puis enfin, et on est bien content aussi qu'il soit là, Antoine Ressouche, de la société U-Space, une jeune start-up toulousaine. On s'était croisés il y a quelques mois lors d'un projet, on va en reparler. Et maintenant, une start-up, vous voyez qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis, qu'il y a des start-up dans le spatial, en France aussi, qui est en train de cartonner. Bon, alors, on a fait cette présentation. Pour se mettre bien dans l'ambiance, on va regarder une vidéo. C'est une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube. Hein. Une vidéo qui est faite par un média russe en l'occurrence, et qui nous explique à sa façon cette problématique des débris spatiaux. On va regarder juste 2 minutes 30. Mais on va bien écouter le vocabulaire, le ton qui est donné. Et messieurs, juste après, je vous proposerai de réagir et puis de nous dire un peu plus précisément quelles sont vos activités par rapport à cette thématique. Mais je pense que c'est bon, en régie, on va pouvoir lancer la vidéo. La planète Terre, dans un futur proche. Autour de la Terre, l'espace est pollué. Y dérivent en orbite d'innombrables débris,
Des millions de fragments de taille variée, incontrôlables. Vieux satellites hors d'usage, pièces de véhicules spatiaux, ces débris entourent la planète et il n'y a aucun moyen de les récupérer. Les accidents vont se multiplier. Les vols habités risquent de devenir trop dangereux et les communications par satellite vont se détériorer. Les systèmes de navigation GPS pourraient devenir de moins en moins fiables. Internet, auquel nous sommes tous tellement habitués, pourrait dysfonctionner et perdre en vitesse. Nos gadgets préférés, le confort de la haute technologie, tout cela pourrait devenir totalement inutilisable. Des fragments d'un satellite se sont Vendredi écrasés. soir, André vaquait à ses occupations quand Les soudain... forces cosmiques se sont littéralement abattues sur le village de Bagaïtsevo. Je prenais du bois et à peine me suis-je détourné de la pile qu'un grand claquement s'est fait entendre, comme un coup de fouet. La maison d'Andrei Krivorotchenko se trouve rue des Cosmonautes. Une nuit de décembre, le toit de son grenier a été traversé par un fragment d'un satellite de télécommunication à usage civil et militaire Méridian, lancé depuis le cosmodrome russe de Plesetsk, situé à plus de 3000 km de là. J'ai regardé à travers la fenêtre en éclairant avec ma torche. Je n'allais pas rentrer là-dedans. Il y avait une sorte de grosse sphère. Les habitants de la région de Novosibirsk ont trouvé 10 fragments d'un satellite pesant entre 500 grammes et 2 kilos. Ils en ont pris quelques photographies. Peu de temps après, les agents du ministère des situations d'urgence ont emmené les débris. Le Méridien n'a pas atteint son orbite finale et a fini par retomber, devenant un simple tas de ferraille. Si la panne était survenue quelques minutes plus tard en orbite, le satellite serait devenu un débris spatial pouvant causer des dommages considérables, des millions de dollars en pertes matérielles, des pertes en vies humaines, une crise internationale ou même une guerre. Bon, on va s'arrêter là. Parce que là, on est En là, 1950, on peut arrêter. Bon, voilà, ça met l'ambiance. Je pense que c'est intéressant. J'ai vu qu'il y avait des têtes qui bougeaient un petit peu là dans la pénombre pendant la projection sur la scène. Donc, ce que je vous propose, messieurs, c'est de réagir comme ça un petit peu à chaud à cette vidéo, et puis nous expliquer qui vous êtes et quelle est votre fonction et votre rôle, comment vous agissez vous aussi sur les débris spatiaux. On va commencer tout de suite peut-être par mon voisin direct, donc François Laporte. Bonjour. C'est bon, il faut juste allumer, voilà, ouais, sur le, vous voyez le, select, mute, voilà, longtemps, et 2 secondes. C'est long, 2 secondes. Ouais, c'est pas suffisant. Si, allez-y. Regardez. Voilà. Ça marche, c'est bien. Donc je suis François Laporte, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis responsable du système Kaiser, dont la préoccupation c'est de justement éviter qu'il se passe ce qui va se passer tel que c'est prévu dans ce film. C'est-à-dire qu'en fait on est un système qui vise à éviter les collisions spatiales. Dans ce film, il y a eu 2 problématiques qui sont abordées, c'est-à-dire la prolifération des débris qui peut engendrer des collisions qui elles-mêmes vont générer d'autres débris, etc., et les rentrées atmosphériques. Dans le système Kaiser, on s'occupe principalement de la première problématique qui est essayer d'éviter les collisions. L'idée, c'est que les opérateurs nous confient, entre guillemets, la surveillance de leurs satellites et à charge à nous de vérifier que leur trajectoire ne va pas rencontrer dangereusement un débris, et si c'est un débris ou un autre satellite opérationnel, parce qu'il peut y avoir ça aussi, et si c'est le cas, eh bien, on leur met un message d'alerte et on les aide à choisir l'action d'évitement qu'il faudra faire pour éviter la collision. Et libre à eux ensuite de la mettre en œuvre. Libre à eux de le faire ou pas. Ou voilà, pas. Exactement. Voilà. D'accord. Voilà. Donc effectivement, c'est un service qui est assez fondamental. C'est parti, alors je ne sais pas, on en reparlera peut-être. Oui, bien sûr, on a toute la soirée. Toute la soirée. En fait, c'est parti de 2009, la fameuse collision Iridium-Cosmos. Alors je ne sais pas si c'est connu à ce point-là, enfin, dans le milieu de la SSA, c'est très connu. C'est une collision qui a eu en 2009, février 2009,
On ne le fait pas entre deux satellites, un russe et un américain. C'est quand même assez marrant. Le satellite américain était un satellite commercial opérationnel, et le satellite russe était un satellite qui était désactivé. Et donc ce sont deux gros objets qui sont rentrés en collision. La collision n'a pas été évitée, alors qu'elle aurait techniquement pu être évitée, c'est-à-dire que les Américains au quotidien surveillaient les risques de collision, mais ils ne surveillaient que les satellites militaires. Voilà. Ils avaient considéré que les satellites non militaires, c'était pas très grave. Bon, en fait, il s'est avéré que la collision Iridium-Cosmos a généré des milliers de débris. Et je veux juste donner un chiffre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement la moitié des actions d'évitement qui sont faites dans le monde est faite pour éviter un débris généré par cette collision. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête. Oui. Et donc, si on a ça en tête et puis qu'on fait une petite extrapolation, on arrive un petit peu à ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose d'exponentiel. Si chaque collision génère 2 fois plus de risques, etc., on est en puissance, donc on est exponentiel. Et donc, on pourrait arriver à ce qui est décrit dans ce petit film. Voilà, donc il y a quand même des systèmes de surveillance qui sont à disposition des opérateurs, au CNES notamment, ailleurs peut-être aussi, on en parlera des aspects aussi internationaux de la gestion de cette problématique, mais bon, en tout cas, les choses ne sont pas si catastrophiques comme c'est montré sur cette vidéo. C'est-à-dire que ne rien faire, c'est peut-être aller dans cette direction-là. Il y a d'autres choses qui sont faites, qui seront expliquées notamment les guides, etc., de bonnes pratiques, ou les lois. Moi, je m'occupe de l'anticollision. Ce qu'il faut savoir, c'est que faire cette anticollision, c'est souvent on entend dire « Ouh là là, je vais perdre mon satellite », mais à la limite, ce n'est pas le plus grave. La conséquence d'une collision, le fait que le satellite soit perdu, ce n'est pas de chance. Un accident sur l'autoroute, la voiture ne marche plus, etc. Mais il faut s'imaginer qu'un accident sur l'autoroute génère des milliers de véhicules qui n'ont plus de contrôle et qui sont en permanence sur l'autoroute. Donc en fait, le but, c'est éviter les collisions, pas simplement pour protéger le satellite, mais pour éviter de polluer l'espace. Ok, bon. Merci. Voilà, oui, parce qu'on va continuer bien sûr à parler de tout ça. Votre voisin Daniel Briot, Airbus DS. Oui, donc, bonsoir, donc coordinateur des bruits spatiaux. Coordinateur des bruits spatiaux. Flou. Donc on en parlera tout à l'heure. Il y a la loi spatiale française qui a été mise en place il y a une dizaine d'années. Il y a un certain nombre de prises de conscience fortes au niveau de l'ESA, du CNES, qui a mené beaucoup d'activités chez les industriels sur voir comment préparer justement, comment gérer cette problématique de débris par la prévention, par la correction en orbite, ce qu'on appelle la rémédiation, aller capturer les débris. Et donc il y a depuis 5-6 ans, beaucoup d'activités sur le sujet, des études ESA, des études CNES. Et donc on a monté chez Airbus un groupe de travail, et comme on a 4 gros sites, on est en Allemagne, en France, en Espagne, en Angleterre. On a monté un groupe de travail transnational que je coordonne pour harmoniser les méthodologies, harmoniser les réponses, la compréhension du problème, parce qu'il était quand même, c'est une science. Sur un certain nombre d'aspects, ça fait intervenir des techniques et des problématiques nouvelles. Il a fallu qu'on se mette un peu là-dedans. Et donc on a un groupe de travail depuis 5 ans qui travaille là-dessus. Et je représente Airbus dans un certain nombre de groupes de travail avec certains de mes voisins sur les régulations, les normalisations, les besoins qu'on aurait de mettre en place pour justement spécifier au mieux les systèmes pour le futur. Alors une petite réaction sur le début du film. Vous avez montré le début, hein, il y a 20 minutes. Les deux premières minutes sont vraiment les plus extrêmes, on peut dire, les plus extrémistes. Tout va mal et c'est foutu. C'est pas tout à fait le cas. Le reste du film est un petit peu moins pessimiste. Il y a un petit peu des mélanges des genres, mais il a le mérite au moins de pointer les choses de façon un peu brutale. En un mot, si on devait perdre demain, si on risquait de perdre toutes les communications, les GPS et autres, on serait un peu plus affolé et on travaillerait beaucoup plus sur le sujet. C'est pas si extrême que ça, c'est un sujet grandissant, il faut s'y préparer. On en reviendra dans la soirée. Il y a un changement drastique il y a 1 an, 2 ans, c'est l'arrivée brutale des méga-constellations qui change tout le plan de travail qu'on avait, qui était un plan de travail régulier, progressif et qui paraissait raisonnable pour modifier les satellites, prendre des règles et tout. Mais d'un seul coup, pendant qu'on travaille doucement, il y a des constellations qui arrivent et qui proposent de déployer chacune, il y a 2-3 compétiteurs, plusieurs milliers de satellites, sachant qu'aujourd'hui, on gère environ 1000-1500
satellites opérationnels. Donc si un opérateur dit je vais en mettre 10 000 en orbite, ça change complètement la situation. Et donc là, effectivement, les constellations posent un problème très urgent et on en reparlera, difficile à gérer. Repose le problème en tout cas. Donc merci. Bon, on va donner des chiffres clés aussi tout à l'heure, là, quand on aura fini le premier tour de table, l'origine, le nombre, comment on inventorie ces débris, quelle taille ils ont, quels sont les risques, comment ils rentrent ou pas d'ailleurs dans l'atmosphère et en combien de temps. Laurent Francillou, donc du CNES, vous êtes donc le chef du service sécurité des vols spatiaux. Quelle est votre réaction par rapport à ce qu'on vient de voir, en effet, avec un angle un peu catastrophique, mais catastrophiste même. Mais le CNES, comme on l'a dit tout à l'heure, s'est emparé du problème. On va voir que la France, d'ailleurs, est très active sur cette problématique et a même innové. On en parlera de cette fameuse loi qui a une dizaine d'années maintenant. Donc votre réaction et puis peut-être le rôle aussi de votre service sécurité de vols spatiaux au CNES. Alors tout d'abord, bonjour à tout le monde. Merci pour cette invitation. Donc le rôle de notre service, puis je vais répondre à votre question, c'est entre un certain nombre d'autres activités, notamment liées aux activités de sauvegarde un peu plus générales sur les ballons. On travaille sur la loi relative aux opérations spatiales en délégation du ministère pour faire ce qu'on appelle du contrôle de conformité et vérifier que les industriels français dans la fabrication de leurs satellites ou les opérateurs français dans la mise en œuvre des satellites respectent cette réglementation technique. Ensuite, on propose aussi cette réglementation technique au niveau national. Donc, on en parlera, mais actuellement, la loi est en cours de mise à jour. Donc, on travaille sur, en particulier, les méga-constellations et on cherche à trouver des règlements qui, sans aller à l'encontre de l'innovation, permettent de garder un espace durable. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait au niveau national et qu'on fait aussi au niveau international, puisqu'on intervient dans des forums de normalisation tels que l'ISO, mais aussi dans un forum interagence qui s'appelle l'IADC, qui est le Interagency Space Debris Coordination 13 agences, c'est ça. Voilà, 13 agences spatiales, donc le CNES, l'ESA, la NASA, et qui a pour objectif de rassembler les meilleurs experts internationaux pour pouvoir s'accorder sur ce qu'on appelle des règles de mitigation des débris, règles qu'on retranscrit dans notre loi. Alors, moi, ce que je dirais par rapport à ce film, et en rebondissant sur l'IADC, c'est qu'il paraît catastrophique, évidemment, mais la difficulté de cette problématique, c'est une difficulté qui est à peu près semblable au climat, c'est-à-dire qu'on a un bien commun, qui sont les orbites, finalement, qui jusqu'à maintenant ne posaient pas de problème, et qui doit être partagé, notamment avec les méga-constellations. Et ce bien commun, l'action qu'on peut avoir aujourd'hui aura des effets dans 15 ans, 20 ans. Et faire prendre conscience à la fois au public, même aux acteurs spatiaux ou aux gouvernants qu'on est en face d'un problème, eh bien, c'est très difficile. C'est la même difficulté que le climat. Et c'est pour ça que le CNES a poussé à l'IADC la mise en place d'un rapport annuel ou tous les 2 ans, un peu comme le GIEC Climat, pour proposer un état de l'environnement spatial. Donc on va parler aussi de ce parallèle-là qui est réel, évident, c'est vrai. Alors, à vos côtés, Patrice Brudieu. Alors là, justement, on parlait du ministère. Qu'en est-il de votre action? Vous êtes donc tout juste à la retraite, en retrait d'activité. Donc là, la France, quand même, a un rôle particulier par rapport à cette problématique, a peut-être une attention qui est donnée un peu plus forte qu'ailleurs. Et on le voit d'ailleurs avec les actions qui sont menées par le CNES. Donc quel est votre point de vue par rapport à ça, puis peut-être votre réaction aussi au film? Oui. Bonsoir à tout le monde. Oui, non, je ne suis pas réellement tout à fait à la retraite encore, mais dans quelques mois. Mais j'ai quitté le ministère, ça c'est vrai, où j'ai passé 6 ans comme responsable de la politique spatiale. On était en charge donc, au ministère de mettre en œuvre formellement la loi spatiale, la loi sur les opérations spatiales. Également, j'ai travaillé à proposer une révision de la loi qui maintenant, enfin, on est en train de continuer. Il y a des groupes de travail avec les industriels. Je travaillais avec Airbus, on travaillait avec Eutelsat, avec le CNES évidemment, et avec pas mal de juristes, et avec le ministère de la Défense, qui est très impliqué maintenant là-dedans. La loi spatiale est effectivement, vous avez raison de souligner que c'est une avancée importante. La France était un peu pionnière en la matière.
Maintenant, d'autres États se dotent également de lois spatiales. J'ai même reçu des Japonais qui viennent nous voir, des Allemands, etc., pour travailler sur le sujet, prendre un peu exemple de ce qu'on faisait. Cette loi, alors en 2 mots, peut-être on y reviendra plus tard, a institué un régime d'autorisation et de responsabilité pour les opérateurs. Alors, autorisation sur la base d'un dossier, à la fois un dossier technique qui est examiné par le CNES, qui fait un contrôle de conformité par rapport à la réglementation technique de la loi, également un dossier administratif qu'on est en train d'étendre un petit peu d'ailleurs, puisqu'on doit vérifier également avec le ministère des Armées que le satellite ou le lanceur, parce qu'également on autorise les lancements, ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense nationale. C'est une extension de la loi. Cette loi, elle a 2 buts. Elle permet d'une part de protéger l'État lui-même et l'opérateur par rapport aux responsabilités, en gros les collisions aux tiers, les tiers pouvant être un satellite, un lanceur, la station spatiale ou des gens au sol, des intérêts au sol, mais également protéger l'environnement. Donc il y a les deux aspects qui sont parfois d'ailleurs pas toujours faciles à conjuguer. On a imposé aux opérateurs, par exemple, de déorbiter, que ce soit les étages de lanceurs ou les satellites, dans un délai de 25 ans quand on est en orbite basse, ou de se mettre dans une zone neutre, une zone sans risque, au-delà de 2000 km pour l'orbite basse, ou au-delà de 36 400 ou 300 km quand on est en orbite géostationnaire. La loi a permis de contraindre certains opérateurs comme Ariane Espace, qui étaient un peu réticents, par exemple. Et là on a des vrais débats sur le plan économique, de les contraindre à déorbiter leurs étages supérieurs. C'était une discussion assez longue, assez fructueuse avec eux, parce que ça a un coût. Évidemment, c'est des opérations compliquées, parce que ça diminue un peu la performance. Et c'est une discussion tous les jours. De même avec les opérateurs de satellites, nous avons des discussions complexes, parce qu'il y a toujours des questions compliquées. Jean-François Bureau pourra en parler. Ou Airbus. Par exemple, quand un fabricant de satellites fait un satellite pour un client non européen, non français, mais pendant quelques mois, il va faire la mise à poste et les tests en orbite. Donc pendant ces quelques mois, ce satellite sera de responsabilité française, après il ne l'est plus. Donc est-ce qu'on applique la loi juste statistiquement sur les quelques mois et pas sur la durée de vie complète? Et qu'est-ce qui se passe si on sait que l'opérateur étranger ne respecte pas des règles, non pas tellement de la loi, mais des règles de bon sens qui sont celles de l'IADC aussi, les recommandations de l'IADC, par exemple, déorbiter en fin de vie en 25 ou au maximum en 50 ans. Moi, j'ai dit souvent, vendre un satellite à un opérateur, je ne citerai pas de pays, mais j'en ai quelques-uns en tête, dont on sait qu'il ne respecte pas ces règles de bon sens en fin de vie, qu'il va laisser son satellite jusqu'en fin de vie sur l'orbite géostationnaire et après il sera en panne, il sera un débris dangereux. C'est comme vendre un pétrolier à simple coque pour un État tiers qui ne respecte pas les règles de bon sens du droit maritime. C'est la même chose. Et donc, c'est des questions qui sont très compliquées et on est face à des enjeux économiques importants. Mais ça, l'industrie pourra en parler ensuite. Voilà, on reviendra sur tout ça après. Juste une réaction sur le film. Il est peut-être un peu catastrophiste, mais pas tant que ça, parce que justement, tout à l'heure, on a parlé des constellations multiples. Je rappelle que Starlink, par exemple, avec donc c'est SpaceX qui veut faire des constellations jusqu'à 40 000 satellites en orbite. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est à moins de 2000 satellites qui sont contrôlés. Il y a environ un peu plus de 23, ou je ne sais plus où on en est aujourd'hui, 23 000 ou 25 000 débris qui sont suivis par les radars, qui font plus de 8 ou 10 cm. Là, on parle de lancer plus de 40 000 satellites, dont certains tomberont en panne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? S'ils sont mis à une orbite basse, ils vont entrer naturellement. S'ils sont mis au-delà de 600 km, ça va poser un problème très sérieux. Et on risque d'avoir ce syndrome de Kessler qui est la multiplication des collisions. Et juste pour finir, ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas tellement l'orbite basse où on voit ces problèmes déjà survenir, on a déjà eu des collisions. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est l'orbite géostationnaire. Parce que l'orbite basse, c'est une couche, hein, en gros, entre 500 et 1500 km, tout autour d'une sphère, hein, tout autour de la Terre. L'orbite géostationnaire, c'est un fil, c'est juste une orbite, qui est extrêmement précieuse pour l'humanité. C'est là où on fait des télécoms fixes point à point.
Et la moindre collision sur cette orbite fait que les débris, au bout de quelques temps, assez rapidement, vont s'écarter de l'orbite et revenir 2 fois par jour. Ils prennent, à cause des effets lunisolaires, etc., enfin, des perturbations, et puis à cause des perturbations aussi du potentiel terrestre qui n'est pas tout à fait sphérique, ces débris prennent une inclinaison jusqu'à 15 degrés, voire plus. Et donc, tous les jours, vont traverser l'orbite géostationnaire avec une vitesse de plusieurs centaines de km/h, ce qui suffit largement pour faire une collision dramatique. Et là, on a un vrai danger. Je suis très inquiet pour ça. Donc, voilà, on n'est pas sorti d'auberge. Sur le géostationnaire, pas de collision jusqu'ici. On a parlé du Cosmos Iridium sur l'orbite basse, mais sur la géostationnaire, dont l'enjeu, en effet, est bien plus important, rien ne s'est passé. Là, vous confirmez, pour le moment, pas d'accident majeur. Pardon ? Heureusement, tout à fait. Alors, Arnaud, Emeria, donc, nouvel acteur, en tout cas acteur dont on parle beaucoup aussi. Donc vous êtes aussi concerné par cette problématique. Votre regard par rapport à tout ce qui vient déjà d'être dit, et puis peut-être aussi ce retour avec la vision du film. Oui, ça va être difficile de rajouter des choses, mais donc mon regard par rapport au film, c'est qu'effectivement, il est quand même catastrophique. Quand on voit des catastrophistes, des images comme celle-là, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les milliers d'objets dont on a parlé qui sont dans l'espace aujourd'hui, si on est ici à Toulouse, le premier objet, il est à Bordeaux quand même, le premier objet de 10 cm de diamètre. Oui, donc il n'est pas comme sur le film. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème, et donc il faut y faire attention. Comme l'a dit Laurent avant moi, la problématique, elle est assez proche de celle du climat, effectivement. Il faut qu'on soit vertueux, et parfois ça passe par un peu de radicalité dans les images pour éveiller les consciences. Nous, en tant qu'industriel chez Emeria, bien sûr, on essaie de faire attention à ça, parce que on veut garder ce bien commun, mais aussi parce que l'espace, c'est notre business de demain aussi. Et donc on ne peut pas se permettre, si on veut continuer à fabriquer et à vendre des satellites, de polluer cet espace. Donc on fait tout pour participer à la recherche qui est pilotée plutôt par les agences, proposer des solutions innovantes et élégantes pour respecter les lois qui sont votées par le Parlement, et permettre à nos clients d'acheter des satellites qui ne sont pas beaucoup plus chers, bien qu'ils respectent ces lois. Et c'est effectivement pour nous tout l'enjeu est là-dedans, essayer de trouver les bonnes solutions pour être vertueux tout en restant compétitif. Alors, et notamment sur on va dire les petits satellites, CubeSat, NanoSat, comme votre voisin Antoine Ressouche, donc, où la problématique est peut-être un petit peu différente, en tout cas au niveau des solutions à apporter, où les problèmes sont peut-être parfois un peu plus aigus. Peut-être Antoine, donc start-up toulousaine qui fabrique qui est en train d'ailleurs de oui, donc fabriquer bonsoir. un petit satellite merci pour l'invitation. Donc Antoine Ressouche, je suis directeur technique et cofondateur de la société U-Space. Donc dans U-Space, nous concevons, nous construisons, nous réalisons et nous opérons des petits satellites. On conçoit des missions spatiales de A à Z qui sont faites sur mesure pour nos clients. Et donc il est de notre responsabilité en fait de prendre en compte la partie réglementaire, qui est le cadre de la loi sur les opérations spatiales, dès la conception de la mission. Donc concrètement, notre engagement à nous en tant qu'industriels, c'est de vérifier, démontrer la conformité à la loi sur les opérations spatiales. Donc je suis assez sensible à ces sujets de petits débris, parce qu'on a tendance à dire que les petits satellites sont intrinsèquement des débris, ce qui est complètement faux. Puisque voilà, on met en place des techniques qui permettent de limiter ce genre de choses. Une explosion du nombre de petits satellites en orbite depuis une dizaine d'années. Il y a également tout un tas de débris qui ne sont pas des petits satellites, qui peuvent être des derniers étages de lanceurs, qui sont les héritages des satellites qui ont été lancés il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc tout le monde contribue à ça.
Et voilà, je le redis, nous, notre travail, c'est de faire en sorte que la loi soit établie et mise en place dans nos solutions techniques. Merci. Donc, juste Jean-François Bureau, qui n'est pas là. Voilà, mais qui nous entend, pour finir ce tour de table, et puis après, on va... Oui, mais je pense que ça y est. Jean-François Bureau, vous nous entendez bien? Je vous entends. Alors, votre réaction pour terminer ce premier tour, et puis après, on va donner quelques informations. Oui, on vous entend. J'espère que le Larsen n'est pas de ma faute. Je m'en excuse auprès de tout le monde. Et pardon de faire ça de Paris et de ne pas avoir pu vous rejoindre. Et merci de l'invitation. Ma réaction sur le début de la discussion, elle est très en phase avec tout ce que j'ai entendu. Un opérateur comme Eutelsat, aujourd'hui, a une petite quarantaine de satellites qui sont tous, pour l'instant, à l'orbite géostationnaire que décrivait Patrice tout à l'heure. Cette orbite géostationnaire, elle est saturée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des règles extrêmement précises pour déplacer nos satellites, pour les désorbiter, et ce sont des règles qui nous viennent de deux grands piliers réglementaires. D'une part, la loi spatiale, qui a été déjà largement évoquée, et d'autre part, les normes techniques élaborées par les agences, l'IADC, que Laurent a également rappelé tout à l'heure. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'un opérateur qui investit à peu près 40% de ses résultats en nouveaux satellites chaque année et qui est le premier donneur d'ordre pour l'industrie spatiale française, comme Eutelsat, a absolument besoin de règles de cette nature, parce que ce sont des règles qui s'imposent dans la conception des satellites, dans le design des satellites, notamment pour garantir à l'État dont la responsabilité peut être engagée que le satellite sera désorbité en fin de vie sans créer des dommages aux autres, ce qui est tout à fait essentiel. Et deuxièmement, les normes techniques qui sont en cours de révision et auxquelles les instances étatiques, que ce soit les ministères ou le CNES, nous ont associés dans les discussions, ces normes qui vont être révisées à l'occasion de la révision de la loi spatiale vont permettre de préparer la suite dans les deux grands registres qui sont à considérer. Je pense qu'on a raison de distinguer ce qui se passe à l'orbite géostationnaire et ce qui se passe dans les orbites basses et moyennes où les nouvelles constellations vont se déployer, car la nature des problèmes n'est pas exactement la même. Mais l'orbite géostationnaire, comme l'a dit Patrice, est saturée et donc il faut consolider les normes qui ont été établies depuis le début des années 2000, notamment dans le cadre de l'IADC à l'orbite géostationnaire. Et deuxièmement, pour tout ce qui est les orbites basses et moyennes, il faut établir des règles, car c'est vrai que beaucoup de projets de nouveaux acteurs du New Space, mais aussi d'acteurs comme Eutelsat, par exemple pour l'Internet des objets, pour des constellations en orbite basse, vont susciter des investissements. On a besoin pour investir et donc pour continuer à développer l'industrie spatiale de normes, de règles. Et dans le sujet qui est le plus important aujourd'hui, c'est-à-dire les orbites basses, où les nouvelles constellations vont se déployer, comme on l'a dit, avec des chiffres tout à fait considérables, moi, ma préoccupation et mon message principal, c'est de dire, aujourd'hui, il y a une instance qui est en train de prendre le lead dans la définition des normes, c'est la Commission fédérale de communication américaine, la FCC. Elle a conclu la semaine dernière un nouveau round de consultation de tous les acteurs du spatial. Si vous voulez, si vous allez sur le site de la FCC, vous verrez toutes les contributions, vous verrez celle de Telsat parmi d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans cette définition des normes et des pratiques qui encadreront les activités des nouvelles constellations, il y a la nécessité pour les Européens collectivement d'exercer, comme ils l'ont fait pour l'orbite géostationnaire au sein de l'IADC, d'exercer leur fonction, leur rôle, et d'être présents dans la définition de ces normes futures. Et je crois que ce que le film n'évoque pas du tout, c'est précisément qu'il y a une dynamique dans la production des normes qui est en train de s'installer. Et moi, mon message principal, c'est qu'il faut qu'entre Européens, et évidemment la France joue un rôle majeur dans ces domaines, nous ayons une vision des normes que nous allons pouvoir mettre, pas forcément contre celle des Américains, mais en tout cas qu'il y ait un débat équilibré entre les Européens et les Américains sur ces nouvelles normes qui s'imposeront pour tout ce qui est le New Space.
Merci. Donc, avant de voir ensemble aussi comment on peut donc influencer d'une certaine manière la communauté internationale pour s'entendre, parce qu'évidemment, si on est tout seul, on ne va pas faire grand-chose. C'est comme exactement ce parallèle que vous faisiez avec le climat, qui est excellent. C'est la même problématique. Mais juste pour se fixer aussi bien les choses, on a parlé des orbites basses, de la géostationnaire, on a parlé de certaines collisions. Est-ce qu'on peut se faire un petit rappel quand même pour donner des ordres de grandeur au public qui est là? Bon, le nombre de satellites, déjà je vous pose la question à vous, à votre avis, donc à peu près combien on a de satellites, alors actifs ou pas actifs, en ce moment en orbite terrestre? À votre avis, donc là, vous avez une idée? Combien? 200, 1000, combien? 2000, alors actifs ou pas actifs, hein, j'entends, hein, à l'heure actuelle en orbite terrestre. 2000 ici, on va pas faire les 10 000 ici, 5000, et au fond 20 000. Bon, on parle bien des satellites. Satellites, actifs ou inactifs? Pierre? De quelle taille? Bon alors, maintenant, messieurs, celui qui veut répondre, et qui a la bonne réponse, mais vous l'avez tous, bien sûr, va pouvoir répondre. Alors, combien de satellites actifs ou inactifs en orbite terrestre aujourd'hui? Allez. Il y en a à peu près... L'ordre de grandeur, on va pas l'ordre de grandeur, c'est 1500, c'est à peu près ça. 1500, d'accord? Actifs. Et les non-actifs? Alors, satellites non actifs, en fait, y compris débris. Hein, voilà. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on catalogue aujourd'hui les objets qui sont à peu près plus gros que 10 cm. D'accord? Ces objets, il y en a à peu près 25 000, entre 20 et 30 000, bon. À peu près. 25 000 de plus de 10. L'ordre de grandeur, c'est à peu près ça. Il y a à peu près 20 000 objets qui sont... je veux dire, livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire dont on ne peut pas modifier la trajectoire, parce qu'en fait, la problématique, elle est là. Il faut se représenter, vous êtes sur une autoroute, s'il y a beaucoup de trafic sur l'autoroute, et si tout le monde conduit bien, il n'y a pas d'accident. Vous imaginez que certains véhicules, beaucoup, n'ont pas de conducteur, n'ont pas de frein, et ne peuvent pas changer de direction. D'accord? Bon, vous voyez un petit peu ce que ça fait, sachant qu'évidemment, la densité dans l'espace n'est pas la densité sur l'autoroute. Mais ça va plus vite. Mais les vitesses sont un peu plus importantes. Les vitesses sont de une dizaine de kilomètres seconde. D'accord? Voilà. Donc la problématique est un petit peu différente. Aujourd'hui, on est comme ça. Alors effectivement, l'évolution, ça va être, comme on le dit, les méga-constellations, avec des chiffres qui paraissent ahurissants par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Après, il faut mettre aussi un petit bémol. Juste le bon sens, vous allez me dire, oui, mais si on lance 1000 satellites et que ces 1000 satellites, on sait exactement où ils sont et qu'ils savent tout éviter, finalement, ils ne seront pas si dangereux que ça. Et la réponse est oui, vous avez raison. La problématique... C'est un enjeu important. Ouais. Ça c'est très important, c'est-à-dire qu'en fait, il faut reprendre l'image de l'autoroute. S'il y a beaucoup de monde sur l'autoroute, mais que chacun sait exactement où il est et qu'il a la capacité de faire de l'évitement, le danger est un peu moindre. Donc, je veux un petit peu... Tout à fait. Donc, mais l'évitement, ce n'est pas quand même disons, la fonction naturelle du satellite, a priori, parce que pour aussi être bien clair, le satellite, une fois qu'il est en orbite, il suit son orbite, il y a des corrections d'attitude, il y a des corrections, mais il n'a pas, a priori au départ en tout cas, vocation à maîtriser comme ça. Ah oui, alors ça c'est une super remarque. Parce qu'on se dit, un satellite, il va éviter des débris, mais il fait ça tous les quarts d'heure, toutes les heures, tous les mois. D'accord? En gros, le nombre d'évitements, je me pose à moi-même la question, mais peut-être que certains l'ont sous le bout des lèvres. En gros, un satellite en orbite Léo, il va faire une manœuvre d'évitement par an. Une par an. Et la grandeur de la manœuvre d'évitement qu'il fait, elle est totalement ridicule par rapport à son maintien en poste. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ça lui coûte pratiquement rien de faire ça. Donc, voilà, je donne des directions un petit peu positives finalement à ce que l'on dit là. Et donc, les constellations, la problématique des constellations, ça va être, je lance des constellations sur des satellites où je ne sais pas où ils sont, parce que le problème c'est ça. Il y a une problématique qui est que l'idée c'est que les satellites aient le contrôle d'orbite autonome, c'est-à-dire ils se pilotent tout seuls. Le problème c'est qu'au sol, on ne va pas savoir où ils sont. Ça c'est une problématique importante. Si aujourd'hui on était, entre guillemets, parfaitement discipliné et que chacun envoie des satellites
qui savent exactement où ils sont et qui ont la capacité d'éviter, on serait dans un monde bien meilleur que celui dans lequel on est, avec lequel il faut gérer les compromis, c'est-à-dire que les plateformes n'ont pas les mêmes capacités, etc. Donc, ok, donc ça c'est. Alors, vous avez bien retenu la métaphore de l'autoroute. Hein, il y a déjà trois métaphores sur l'autoroute. Oui. Ah non, pas tout à fait d'accord la métaphore. Oui, mais non. Ah, alors. Une autoroute, mais pas une autoroute comme ça. Le parallèle que je prendrais plutôt sur la circulation dans l'espace qu'on a jusqu'à présent, on va dire, avant les méga-constellations, hein, c'est que finalement c'est quand même assez vide, globalement relativement vide. Et en tant que conducteur, on est au milieu du désert. C'est plutôt déjà du désert. Même déjà 2 dimensions, c'est pas assez parce que l'espace, c'est 3 dimensions. Et dans le désert, à la limite, on fonce tout droit, on voit personne, on fonce tout droit, il n'y a rien. Et à un moment, si on ne fait pas attention, si on rajoute trop de conducteurs qui vont tout droit, on finit par avoir un risque de collision. Donc effectivement, il y a des services très efficaces comme le vôtre qui sont là pour dire « attention, il y a une alerte ». Alors au passage, juste une remarque quand même sur ce qu'on appelle une collision, parce qu'il peut y avoir une confusion dans l'esprit, ce n'est pas du tout une voiture ou un truc comme ça. La collision, si elle se fait environ à 50 000 km/h. Chacun va environ à 25-27 000. La collision, très souvent, elle est frontale. Donc, ce n'est jamais une collision qu'on évite comme ça. C'est une collision. Vous nous donnez une alerte en disant, dans 3 jours, attention, vous avez un risque de croiser tel objet, actif ou passif. Et on va continuer à suivre les orbites de l'objet et de vous-même. Et puis, dans 2 jours, on nous donnera une confirmation du risque ou pas. Et on fera à l'avance une pichenette. Comme vous dites, c'est une pichenette. C'est vraiment... Côté satellite, ça ne consomme rien. Et ça suffit. Ça ne consomme rien. Par contre, ça prend du temps, ça prend de l'opération, ça prend de l'état d'esprit, ça fait des craintes. Ça interrompt pour certains satellites qui sont en 100% géocentriques en train de prendre des images. Il y a des satellites météo qui prennent des images jour et nuit. Quand on veut faire une manœuvre comme ça, il faut changer un petit peu de position. Donc on interrompt momentanément la mission. C'est ça qui est ennuyeux. Mais vu effectivement de loin, comme vous disiez, on a aujourd'hui, c'est y compris sur les quelques satellites qu'on suit, on a environ une manœuvre par an. Donc une manœuvre par an par satellite, si c'est ça dans le futur, on peut continuer pour les Léo. Moi je suis un homme Léo, Jean-François Bureau a d'autres chiffres pour le Géo, mais pour le Léo, ça reste assez faible. Par contre, ce qu'on ne mentionne pas là, c'est on a 20 000 gros objets, 20-30 000, même si c'est 30 000 parce qu'il y a des satellites militaires ou autres qui ne sont pas catalogués. Ça représente une densité, comme disait Arnaud, très très faible. Dans un cube de 100 par 100 par 100 km, il n'y a même pas un objet. Même pas un objet. Donc finalement, on n'a pas un voisin tout proche. Le problème qu'on a, c'est qu'on tourne tous autour de la Terre, qu'on y reste, qu'on y parcourt des centaines de millions de kilomètres et qu'on finit par avoir un risque de collision. Le sujet qui est très important et sur lequel on a un peu de mal à avoir la visibilité, c'est tous les objets qu'on n'est pas capable de suivre. Ce n'est pas les 20-30 000 pour lesquels on peut la voir à l'avance, les suivre. C'est les objets qui font 1 cm, 2 cm, 3 cm. Alors, justement. Une énergie colossale et la mort du satellite, voire l'explosion complète. Comment ça se passe, ça, le suivi, l'inventaire de ces débris? On a bien compris qu'il y a des objets plus ou moins gros, qu'il est donc plus ou moins facile de suivre. Qui s'occupe de ça? Est-ce que c'est au niveau mondial? Est-ce que c'est au niveau européen? Au niveau français? Qui inventorie ces débris? Comment ça se passe en fait ça? Comment on sait qu'on a 25 000 ou 20 ou 25 000 débris de plus de 10 cm? En fait, ceux qui inventorient les débris, principalement, ce sont les Américains. C'est le réseau de stations, de radars américains qui a été mis en place durant la guerre froide. Et c'est eux qui, aujourd'hui, ont la capacité la plus grande de poursuivre ces débris et qui inventorient ces débris. Les Américains, depuis très longtemps, ont mis à disposition les orbites de façon imprécise de tout leur catalogue. Ils font ça depuis une vingtaine d'années. C'était les seuls à faire ça. Les Russes ont peut-être le même catalogue, mais ça, personne n'en a aucune idée à part eux. Mais les Américains ont ouvert leur catalogue, mais de façon très imprécise. Quand il y a eu la collision en 2009, Iridium Cosmos, là, les Américains ont pris conscience que leur catalogue, il fallait en faire bénéficier tous les gens, parce qu'ils se sont dit, il ne suffit pas de surveiller nos satellites, parce que on va éviter les collisions à nos satellites. On a fait l'erreur de ne pas surveiller Iridium. Iridium a créé ce que je vous ai dit, conduisant à 50% de nos soucis aujourd'hui. Arrêtons ça. Il faut qu'on surveille les risques de collision de tous les satellites opérationnels. C'est-à-dire qu'en gros, les Américains ont fait ça de façon totalement gratuite.
Alors souvent, on leur a dit peut-être qu'ils font ça avec intérêt. Non, leur intérêt principal, c'est de sauvegarder l'espace. Parce que les Américains ont compris que leur suprématie, ils l'ont principalement grâce à l'espace. Certains disent que si un prochain conflit, ça sera un conflit qui impliquera l'espace. D'ailleurs, sur les 5000 à peu près, hein, grosso modo, c'était la bonne réponse. Plutôt, hein, on va dire, de satellites actifs ou inactifs en orbite, il y en a quand même la moitié qui sont américains. Hein, donc on comprend aussi cet intérêt-là. Ouais. C'est à peu près l'ordre de grandeur. On va peut-être continuer aussi d'en parler de ces débris. Quel débris? Oui, oui, allez-y. Vous pouvez poser une question. Je vais la répéter au micro pour que tout le monde l'entende bien. Je vais me rapprocher. Merci. Alors, la probabilité que la Station spatiale internationale se prenne, comme vous dites, un débris. Alors là, est-ce qu'on connaît les risques? Est-ce que, bien sûr, je pense, et j'imagine bien que tout ça a dû être analysé. Alors, la station spatiale, jusqu'à maintenant, très récemment, elle manœuvrait à peu près une fois par an. D'ailleurs, le CNES, quand il avait le centre de contrôle ATV et que l'ATV était docké, a fait des manœuvres d'évitement de débris depuis le centre de contrôle de Toulouse de la station spatiale. On a tendance aujourd'hui à avoir une augmentation. Donc en 2020, on est déjà à 3 évitements. Donc à chaque fois, le seuil après de déclenchement d'une manœuvre d'évitement, ça dépend un peu des agences, mais c'est environ un 10-4. Hein, tu me corriges, François, si c'est 10-4. Donc ça veut dire qu'au moment où on fait une manœuvre, on pense que la probabilité de collision est de 10-4. Voilà. Donc moi, je voudrais, pour rebondir sur la question, parce que ça, c'est les débris qu'on connaît, qu'on catalogue, c'est-à-dire il y en a à peu près 30 000 ou 35 000 qui sont connus de plus de 10 cm. Mais il faut savoir qu'un certain nombre de débris sont aussi ce qu'on appelle létaux pour les satellites, avec des tailles beaucoup plus petites. On estime qu'à partir de 1 cm, on détruit totalement le satellite. Et 1 cm jusqu'à très récemment 10 cm, et maintenant sur des tailles un peu plus faibles, parce qu'il y a des nouveaux systèmes américains, on ne sait pas cataloguer les débris, on sait les compter, on sait dire combien il y en a. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui on estime qu'il y a entre 900 000 et 1 million de débris de plus de 1 cm. Vous voyez, quand on les ramène aux 35 000, ça veut dire que la plupart des débris, on ne sait pas les éviter pour le moment. Donc ce qu'on évite, c'est ce qu'a dit François, ce sont des catastrophes qui pollueraient l'environnement. Mais par contre, en ce qui concerne la sécurité de la mission et du satellite, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment la garantir. On estime qu'à peu près 5% qu'un satellite a une chance de 5% de satellite en orbite basse le long de sa vie de recevoir un débris qui pourrait mettre fin à sa mission. Donc 1 million de débris 1 cm, et entre 1 mm et 1 cm, c'est 130 millions de débris. Il faut savoir qu'un débris d'1 millimètre qui vous impacte, c'est comme une boule de bowling à 100 km/h, et ça peut détruire un panneau solaire, détruire un système, mettre en panne votre satellite et le mettre dans une configuration très dégradée. Donc aujourd'hui, dans cette problématique des débris, et pourquoi on en parle maintenant, il faut distinguer deux choses. Un problème de pollution, qui jusqu'à maintenant était connu et existait, et c'est pour ça que l'IADC a travaillé, et puis un problème maintenant d'accident qui est lié à l'augmentation du trafic. Vous avez demandé le nombre de satellites qui étaient en orbite. Jusqu'à très récemment, il y en avait 800 de moins, c'était juste les satellites Starlink. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, par rapport au nombre de satellites qui ont été lancés en 50 ans, qui étaient à peu près de 5000, on vient de rajouter 800 en à peu près une année. Donc ça veut dire qu'on a une augmentation du nombre de satellites. Daniel a parlé de désert, l'espace était un désert, et aujourd'hui on arrive à la notion de trafic. Est-ce qu'on peut parler de trafic dans l'espace? Est-ce qu'on est toujours dans un désert? Et ça, c'est la vraie question, et c'est une autre problématique. Donc c'est-à-dire que la problématique aujourd'hui va être de réguler le trafic spatial à travers des réglementations, des normes, des règles de la route un peu qui manœuvrent en premier lorsque deux satellites se rencontrent. Donc ça, c'est pour du court terme et éviter des accidents avec un impact à long terme sur l'espace durable, mais ça n'empêche pas le problème de la pollution qui doit être traité dans avec une autre perspective, qui est de dépolluer l'espace, et ça, on ne sait pas faire. Donc puisqu'on ne sait pas faire, on évite de polluer, ça veut dire qu'on crée des satellites qui sont vertueux, c'est ce que font Airbus, Emeria et les opérateurs français avec la LOS, ne pas libérer de débris intentionnellement, et en fin de vie, faire une rentrée contrôlée quand c'est possible, ou bien faire une rentrée naturelle. Donc bien distinguer ces deux problématiques. Alors, juste, oui. Montrer oui, je vois d'ailleurs sur la table, je ne sais pas qui l'a amené. Donc ça, c'est un test qui a été fait par le CNES, par Pierre Omanil, qui est ici, qui est notre spécialiste qui travaille sur tous ces aspects technologiques. Donc c'est une plaque de NIDA qui a été frappée par un débris de 7 mm à 5 km par seconde.
Donc ce n'est pas 20 km par seconde, c'est 5 km par seconde ou 6 km par seconde. Donc vous voyez les dégâts. Il y a... oui, voilà, il y avait... Voilà. Donc là, vous verrez, ça c'est 7 mm. Donc vous imaginez ce que ça fait sur un débris. Donc 7 mm, c'est dans la tranche des 130 millions de débris dont je vous ai parlé. Donc voilà, c'est un vrai problème. La pollution est un vrai problème. Ça, c'est l'entrée. Mais de l'autre côté, ça fait ça. Vous voyez ouais. Derrière, ça fait une gerbe. Et la paroi du nid d'abeille qui était de l'autre côté a été arrachée. Voyez, et ça fait ce trou. Et les candidats à l'espace le savent. Oui. Et la paroi qui était 30 cm derrière a été... Je crois qu'il y a un autre objet que l'on peut voir là qui est juste à côté, c'est ça? Sur les candidats, oui. Et pour votre question sur la station spatiale, c'est un problème très spécifique, beaucoup plus critique, parce qu'il y a de la vie humaine que tous les satellites. Et la station spatiale est blindée de partout. Elle est blindée avec tout un tas de couches séparées pour amortir les chocs des petits objets. Les petits objets sont les plus nombreux, mais c'est aussi ceux pour lesquels, en dessous, autour du millimètre ou en dessous, il y en a vraiment beaucoup. On en trouve sur tous les éléments qu'on volait en vol, qui sont revenus au sol. On voit des collisions. Par contre, c'est des énergies contre lesquelles on peut se protéger en mettant une plaque en alu, un peu de distance, du Kevlar et des choses comme ça. Et la station spatiale, elle est protégée de partout. Et les astronautes sont 100% au courant de toutes ces statistiques, de tout ce qui se passe. Jusqu'à 1 cm, elle est protégée. Voilà. Mais les sorties extravéhiculaires, les astronautes prennent un risque en faisant une sortie extravéhiculaire. Oui. Voilà. On a coutume de comparer l'énergie d'un impact. Un objet d'1 centimètre, par exemple, aux vitesses de collision, qui sont autour de 15 km par seconde à peu près, pour une collision frontale, c'est que l'énergie, c'est le carré de la vitesse, un demi de mv2, pour ceux qui se rappellent de leur cours de physique. Eh bien, un objet, une bille métallique de 1 cm, ça a l'énergie d'impact d'une collision d'une voiture à plus de 100 km/h. Alors, ça ne fait pas le même effet, mais en termes d'énergie, d'absorption et de dégâts dans le satellite, ça revient un peu au même. Le satellite va exploser derrière. Il y a un trou à l'entrée. Derrière, vous avez une gerbe de plasma qui va tout faire exploser dans le satellite. Donc c'est extrêmement dangereux pour les... Donc on parlait de protection, on parlait d'évitement, mais le mieux c'est peut-être d'essayer d'éviter aussi la génération de ces débris. Donc ces débris, quels sont-ils en fait? C'est des débris de différentes tailles, on l'a vu, mais de différentes natures, de différentes origines. Peut-être qu'on peut rappeler ça aussi et voir justement comment on peut essayer d'éviter la génération des débris quand on envoie un satellite dans l'espace. Donc qu'est-ce qu'on trouve en fait comme type de débris, les grandes catégories de ces types de débris? Qui veut répondre? Alors, donc il y a des satellites inertes, des étages de lanceurs qui sont inertes. Il y a aussi donc il y a deux types de petits débris, deux causes principales pour les petits débris, des fragmentations spontanées. Il y en a à peu près une par mois. Donc ce sont des étages lanceurs qui par exemple n'ont pas été passivés et qui avec l'éclipse et le gradient de température entre le jour et la nuit, et bien petit à petit s'abîment et puis se mettent à exploser. Ça reste rare quand même. Il y a aussi les satellites qui commencent à se déliter. On observe parfois, vous avez parlé de l'orbite géostationnaire, on n'a pas observé de collision, mais par exemple on a observé des satellites qui tout à coup on voyait une éjection de matière, on ne sait pas d'où ça vient. Donc est-ce qu'ils ont pris un petit débris? Est-ce qu'il y a eu un caloduc pressurisé qui a explosé spontanément? Donc fragmentation, aujourd'hui c'est la première cause. Et puis ce qu'on craint, c'est que dans l'avenir, la collision spontanée entre les débris eux-mêmes et des clusters d'étages zéniths par exemple qui sont à certaines altitudes, petit à petit viennent alimenter le syndrome de Kessler. Aujourd'hui au CNES, on fait des simulations qui montrent que si dès aujourd'hui on arrêtait l'activité spatiale, plus aucun lancement, le nombre de débris augmenterait de toute façon. Voilà. Alors le syndrome parce qu'on en a parlé quand même plusieurs fois de ce syndrome de Kessler là, qui est... C'est un syndrome divergent, enfin, je crois que François l'a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire une explosion, une collision entraîne un certain nombre de débris qui vont eux-mêmes impacter d'autres satellites et faire une réaction en chaîne, et donc on est sur quelque chose qui est divergent. Voilà. Bon, alors on va passer à des questions, on voit à peu près... la problématique, n'hésitez pas. Moi, je vais me promener là et je vais
répercuter, répercuter les questions. Allez-y, hein, on peut... voilà, j'en ai une là-bas, Oh là là, ça y est, c'est parti. Bon, on va commencer par le fond. Vous avez attendu? Alors, ça dépend de l'altitude. Donc, c'est directement lié à l'altitude. Lorsque vous êtes en dessous de 600 km, grosso modo, vous rentrez en 25 ans. Ensuite, vous descendez 500, 400 km et ainsi de suite. Ça va être 10 ans et ainsi de suite. On considère qu'au-delà de 700 km, là, vous restez plusieurs dizaines d'années, voire des centaines d'années. Au-dessus de 1000 km, vous considérez qu'à l'échelle humaine, vous restez en permanence. Et l'orbite géostationnaire, on n'en parle pas. Donc, vous pouvez considérer qu'au-dessus de 600 km, les débris restent, et en dessous de 600 km, ils descendent en 25 ans dans une simplification rapide. Dans la loi spatiale, on impose un retour sur Terre pour les orbites basses en fin de vie, après la fin de vie en 25 ans. Bon, parfois, il y a quelques dérogations à 30, voire 50 ans dans le pire des cas. Donc, soit le satellite a un système de propulsion qui lui permet de descendre en fin de vie et de faire une rentrée contrôlée quand on le peut dans l'océan, surtout s'il est gros, parce qu'il y a un risque au sol, on a vu dans le film, soit s'il est assez petit, une rentrée naturelle, non contrôlée, mais en 25 ans. Donc on descend l'orbite, ou au moins le périgée de l'orbite assez bas, pour qu'il rentre en 25 ans. Donc c'est vrai que grâce à l'effet de l'atmosphère, à la traînée atmosphérique, en dessous de 500 km, on rentre assez vite. Donc ça veut dire, le corollaire, ça veut dire que dans les orbites basses, il y a peu de débris, parce qu'ils rentrent assez vite. C'est ça aussi qui protège la station. Elle en voit passer, mais il y a beaucoup moins de débris aux altitudes de la station, c'est-à-dire à 350-400 km, que vers 600-700. Il y a un pic autour de 800 km, par exemple, d'altitude. Voilà. Donc là, c'est un petit peu différent. Et c'est pour ça aussi que les satellites qui n'ont pas de propulsion, je pense aux nanosatellites de mes voisins de droite, on leur impose d'être sur les orbites assez basses pour qu'ils puissent rentrer en fin de vie dans une durée assez raisonnable. Juste une petite remarque. Alors, il y a quelques années, effectivement, les nanosatellites n'avaient pas de propulsion. Mais nous, aujourd'hui, on met de la propulsion sur tous nos satellites, hein, même à quelques kilos. Donc là, on a une constellation en cours de fabrication pour l'opérateur français Kinéis. Et donc, c'est des satellites qui font une vingtaine de kilos et qui sont équipés de plus de propulsion que des beaucoup plus gros satellites, hein, puisqu'on est à 150-200 mètres par seconde de capacité de delta V total. Donc on pourrait presque rentrer sur Terre en quelques semaines finalement. Donc c'est le paradigme change parce que maintenant, avec la miniaturisation, on miniaturise les satellites en entier, et y compris la propulsion. Donc ça, c'est pas simple, mais on arrive à déorbiter nos satellites. Peut-être rajouter aussi sur ces petits satellites. Alors, sur certains petits satellites, il n'y a pas de propulsion, hein, ça arrive aussi. Et on reste quand même couvert par la loi sur les opérations spatiales. Donc, on a une limitation sur l'altitude maximum sur laquelle on peut aller. Typiquement, les CubeSats, par exemple, ils restent plutôt entre 500 et 600 km d'altitude, de façon à avoir une rentrée qui soit naturelle dans l'atmosphère. En moins de 25 ans. En moins de 25 ans. Ce que je voudrais indiquer, c'est qu'effectivement, il y a la notion de rentrée atmosphérique en moins de 25 ans, mais la loi sur les opérations spatiales ne se limite pas à ça. On a des opérations de passivation qui sont faites à bord, et notamment, on va aller vider complètement les batteries pour éviter le risque d'explosion. Donc il y a aussi, à travers la loi, un certain nombre de précautions à prendre sur les opérations en fin de vie. Donc on va vider complètement la batterie, on va déconnecter le panneau solaire de la batterie pour éviter que la batterie ne se recharge. On coupe toute communication. On a parlé beaucoup de la partie, de la menace cinétique, hein, des collisions entre débris. La population en orbite va aussi poser des questions sur les interférences, les systèmes de communication, les attributions de fréquences globales sur les méga-constellations. Il y a des risques de brouillage au niveau du trafic spatial. Et donc c'est toute cette problématique-là qu'on adresse et qui est adressée à travers la loi. Donc même pour des petits satellites, on reste sous les lois des opérations spatiales. La loi sur les opérations spatiales, elle traite les gros, les moyens, les petits de la même façon. Et donc nous, de notre côté, on est en conformité par rapport à la loi. Il y a une question vers là-bas.
Alors oui, cette coopération, ou au moins cette coordination internationale, pour qu'elle soit efficace, c'est bien à ce niveau-là que ça doit se passer. Alors qu'en est-il? Notamment des Chinois. Les Chinois, alors, les Chinois ont fait quelques progrès. Je crois qu'ils travaillent à une loi, mais je ne la connais pas. Les Japonais ont une loi spatiale maintenant. Mais les Chinois ont été un des premiers à créer volontairement des débris spatiaux. Ils ont voulu montrer, c'était en 2007, 2008 ou 2007, ils ont voulu montrer aux Américains que c'était un colosse au pied d'argile et que tout leur système satellitaire militaire était fragile. Et donc, pour faire cette démonstration, ils ont pris un vieux satellite météorologique à eux, Fengyun 1C, qui est un satellite météorologique en orbite basse, et ils ont lancé dessus un missile qui a fait mouche, qui a fait exploser. Donc ça, c'est les militaires chinois qui ont fait ça. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça s'est fait, cette histoire-là, sans discuter en interne entre les ministères chinois, à peine 2 semaines, je crois, avant une réunion de l'IADC qui devait se tenir en Chine, qui a été annulée sur le coup. Et l'explosion de Fengyun a provoqué aussi quelques milliers de débris, un peu moins que la collision Cosmos-Iridium, mais quand même, il y a beaucoup également, il y a toute une orbite, une couche orbitale qui est polluée par les débris de Fengyun, et il y a pas mal de satellites qui doivent en permanence éviter ces débris chinois. Bon. Depuis, les Chinois ont compris, n'ont pas recommencé. Les Américains, voulant montrer qu'eux aussi savaient flinguer un satellite, ont fait la même chose quelques mois après, et quand même, ils ont fait sur un satellite qui était en train de rentrer, au prétexte que l'hydrazine était dangereuse, mais ça, c'était qu'un prétexte. Donc, ils ont tiré sur ce satellite qui était autour de 300 km à peu près, en phase de rentrée. Ça a quand même fait des débris. Certains sont repartis en hauteur, mais sont rentrés en moins de 6 mois. Donc ça a été quand même moins dangereux. Voilà, mais de temps en temps, les gens s'amusent à faire ça. Je crois que les Indiens ont fait pareil récemment, d'ailleurs, aussi. Hein. Voilà, également relativement bas. Donc les Chinois, quand même, ont été, sur ce coup-là, totalement irresponsables. Je crois que depuis, ils ont compris quand même qu'il y avait un vrai danger et ils font quelques efforts sur leurs lanceurs et leurs satellites. Et pour être bien clair par rapport à ça, on parlait de la loi française donc de 2000, promulguée en 2010. Il n'y a pas de loi dans d'autres pays, acteurs spatiaux majeurs, États-Unis. Alors au Japon, vous dites peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, mais pour le moment, il n'y a que la France qui a vraiment légiféré. Non, il n'y a pas que la France, c'est 2008, hein, la loi française. Les Américains ont des réglementations nationales, mais qui sont pilotées par l'aviation civile. Enfin, il y a un continuum aux USA entre le domaine aérien et le domaine spatial. Donc il y a des règles, il n'y a pas vraiment une loi. Ils sont très hostiles à tout ce qui est loi d'abord internationale, ça c'est une horreur pour eux. Mais il y a quand même, à travers ces réglementations de bon sens, à travers également les règles de la FCC sur les communications, ils arrivent à faire de la pression. C'est comme ça, par exemple, qu'ils ont poussé, parce que l'opinion publique poussait derrière, ils ont poussé SpaceX à réduire l'altitude de la constellation Starlink. Aujourd'hui, les Starlink sont lancés, sont à moins de 600 km, de façon en fin de vie à rentrer assez vite, alors qu'au début, c'était prévu beaucoup plus haut. Donc il y a quand même quelques pressions qui fonctionnent de ce côté. Et quand on parle de loi, moi j'aimerais déjà qu'au niveau européen, on se coordonne et que tout le monde ait des lois de même niveau. J'avoue, là, je pourrais en faire parler mon collègue Jean-François Bureau. J'ai quand même quelques scrupules quand j'impose des contraintes de bon sens, légitimes, bien sûr, à Eutelsat, mais que ces concurrents directs, par exemple au Luxembourg, pour ne pas les nommer, ou d'autres, n'ont pas les mêmes contraintes. Donc on a des négociations, on dit d'accord, je comprends, on essaye de diminuer au maximum les contraintes en restant dans des règles de bon sens, mais il y a quand même une discrimination négative commerciale, compétitive, qui pose des problèmes. Donc on essaie de pousser, et le CNES avec nous, la Commission à se saisir du dossier et non pas à légiférer, parce que le traité de l'UE ne le permet pas, mais à recommander aux États d'avoir des règles homogènes. Communes. Une autre question, j'avais vu... Oui, peut-être Jean-François Bureau, qui a tout entendu, et qui parlait d'ailleurs tout à l'heure de cette coordination internationale indispensable si on veut réellement faire bouger les choses. Merci, pardon, de le faire encore à distance. Non, je voudrais simplement aller dans le sens de ce que évoquait Patrice à l'instant. Il y a 18 mois, au milieu de l'année dernière,
les nations du COPUOS, donc du Comité des usages pacifiques de l'espace des Nations Unies, ont approuvé un ensemble de règles de bonne conduite destinées, c'est leur intitulé, à préparer un espace durable, Sustainable Space. Il peut y avoir, et je pense que c'est un point qui mérite d'être bien connu, il peut y avoir à travers ces recommandations qui ont été faites, un levier pour notamment harmoniser ou mobiliser les Européens sur une base qu'ils peuvent agréer et en évitant, comme le rappelait Patrice, des disparités de mise en œuvre des normes internationales. Ces LTS, ces directives de comportement responsable dans l'espace, vont faire l'objet d'un travail d'évaluation des conditions de leur mise en œuvre. Vous voyez à quel point c'est compliqué déjà pour exprimer ce qu'on va faire, c'est très difficile. Et ce travail de mise en œuvre va commencer au début de l'année prochaine. Et moi, et pour nous, Eutelsat, avoir la certitude ou la conviction que progressivement ces recommandations vont être mises en œuvre, c'est aussi extrêmement important. Donc il y a, je crois, des leviers. Il y a la révision de la loi spatiale pour ce qui concerne les acteurs français. Il y a au sein de l'IADC qu'on a évoqué à plusieurs reprises, les possibilités de concertation entre agences spatiales pour édicter là aussi des recommandations, des normes qui soient mises en œuvre par les opérateurs et par les industriels. Il y a ces recommandations du COPUOS approuvées l'année dernière et qui doivent faire l'objet d'une mise en œuvre au début de l'année prochaine. Donc tout ça fait une batterie de mesures qui peuvent nous permettre de prendre l'initiative et d'être moteur dans cette discussion. Et je crois que pour nous, Eutelsat, qui sommes à la fois l'opérateur français et par construction l'opérateur des Européens au sens le plus large, puisqu'il y a 49 États qui surveillent en quelque sorte l'activité de l'entreprise Eutelsat, eh bien c'est avoir la certitude que les Européens vont être partie prenante de la discussion et que cette discussion des bonnes pratiques et de la bonne gouvernance de l'espace ne va pas se résumer à un dialogue entre les Américains et les Chinois, c'est pour nous tout à fait essentiel. Vous parliez de la révision de la loi pour bientôt. On peut avoir quelques petites infos sur pour cette révision, une évolution, quelle sera la nature de cette révision et pourquoi ? La loi date de 2008, la loi actuelle. Alors la loi, chaque fois qu'il y a une loi, il y a un décret d'application, puis il y a une réglementation. Bon, la réglementation technique, on l'a révisée en 2017. Il n'empêche que la loi a pris un coup de vieux avec l'évolution technologique du spatial. Je vais peut-être enlever le masque, c'est quand même pas facile de parler avec ça. J'en mettrai après. Notamment, on a maintenant des lanceurs aéroportés, des lanceurs réutilisables, voire des sites de lancement de micro-lanceurs que les États s'arrachent en Europe, et peut-être qu'on en aura en France un jour, en dehors de la Guyane, je veux dire. On a des méga-constellations, on ne peut pas appliquer les mêmes règles à une constellation de 10 000 satellites et à un satellite unique. Un satellite unique, on impose de vérifier que dans au moins 90% des cas, il sera capable de se déorbiter. Si on fait ça à une constellation de 10 000 satellites, ça veut dire qu'il y en aura 10%, donc 1000 qui seront en panne, ce n'est pas acceptable. Donc il faut changer les règles. On a maintenant des nanosats étudiants de laboratoire ou industriels qui peuvent bénéficier de règles différentes. Par exemple, la garantie que l'État apporte, parce que je n'ai pas dit, mais l'État apporte une garantie qui est précieuse pour les opérateurs. Au-delà d'un certain seuil de 50 ou 60 millions d'euros, l'État accepte de prendre en charge les risques majeurs s'il y a un très gros dommage. Et ça permet d'alléger comme le coût des assurances. Bon, ce seuil, on va probablement le baisser à très peu ou à zéro pour des satellites étudiants, par exemple, etc. Donc, on travaille sur cette loi, il y a tout cet environnement, et puis il y a un fait majeur également qui pousse à accélérer l'évolution de la loi, c'est la demande du ministère des Armées de devenir eux-mêmes opérateurs et non plus de déléguer ces opérations au CNES, d'avoir leur propre responsabilité et de pouvoir s'attribuer, alors à un niveau qui ira bien, qui est au niveau du ministre ou de la ministre sans doute, s'attribuer des dérogations. Ils ont compris maintenant, il y a eu des discours de Florence Parly, des discours d'Emmanuel Macron sur le sujet l'an dernier,
pourrez vous y référer, qui montre que maintenant, l'espace devient un domaine de conflictualité. Il peut y avoir des conflits dans l'espace. On a vu des satellites étrangers, russes ou américains ou autres, se rapprocher de nos satellites militaires de très très près, faire de l'interférence, etc. Et on peut imaginer qu'un jour, il y aura même des agressions physiques dans l'espace. Donc nos militaires veulent pouvoir se défendre avec des moyens qui iront bien. Donc pour ça, il faut des dérogations diverses. Donc pour ça, on a travaillé tout l'an dernier sur cette évolution de la loi avec les juristes du ministère, les juristes du CNES, les experts qui sont ici. Avec les industriels, on a fait des groupes de travail avec le ministère des Armées, avec le ministère des Affaires étrangères. Le Covid a un peu ralenti. On prévoyait de soumettre un premier projet de loi pour une consultation auprès des divers opérateurs maintenant, à la rentrée de septembre-octobre, et d'envoyer ce projet de loi au Conseil d'État en fin d'année. Bon, tout ça est reporté. On espère que ça finira, qu'on y arrivera pour 2021. L'évolution, juste pour finir, l'évolution de la loi spatiale, on l'a raccrochée à la ratification de la loi sur la programmation de la recherche qui est en cours de discussion et qui est également prévue pour 2021 ou plus tard. Donc on devrait, dans un délai de 1 an à peu près à partir de maintenant, avoir une nouvelle loi si tout va bien. Et comme vous l'avez dit, c'est une révision qui se prépare en dialogue avec les industriels d'ailleurs et les acteurs différents. C'est aussi peut-être une spécificité française, c'est-à-dire que évidemment c'est contraignant ou ça peut être contraignant. Donc l'objectif est quand même d'arriver tous ensemble à des solutions. Et c'est aussi une des particularités. D'ailleurs, la table ronde le montre bien puisqu'on a différents acteurs qui dialoguent, qui se connaissent bien et qui essaient de résoudre ces problèmes. Il y avait une question ici. Oui. J'avais une question, en fait, elle a été traitée. Par contre, une remarque, c'était amusant, on parlait de durée de vie de satellite, et en fait, quand on a fêté ici, à la Cité de l'Espace, le 26 novembre 2015, Astérix, le premier lancement d'un satellite français, c'est on s'est aperçu qu'il était toujours dans l'espace, et on le suit régulièrement, donc 50 ans après, et bien plus maintenant encore, 55 ans après, Astérix, il est toujours dans l'espace, donc ça donne une idée de la durée de vie pour un tout petit satellite, et qui n'était pas très élevé en taille. Je pensais à ce qu'on disait, c'était ce qu'on disait à propos de la guerre nucléaire, avec la DMA, la destruction mutuelle assurée. On peut penser que dans l'espace aussi, l'idée finalement de guerre dans l'espace, si jamais il y a de l'agression physique et de la destruction, ce sera aussi peut-être une forme de destruction mutuelle assurée. Compliqué. Compliqué, oui. D'autres questions? Allez, c'est parti, il y en a plein là. On y va. Alors pour Jean-François Bureau, peut-être qu'il n'y a pas bien entendu, le développement des vols commerciaux, spatiaux commerciaux, risque aussi d'aggraver la situation. Comment ça se traiter on rentre ça dans les nouvelles problématiques aussi. On a parlé des méga-constellations. Vous parlez des vols habités ou des vols commerciaux Vols habités ? Il faut rappeler que avant la loi spatiale, il y avait des traités. Depuis 1967, il y a eu 5 traités sur l'espace. Un des premiers traités, je ne sais plus lequel, impose quand même à tous les États, et celui-là a été approuvé par tout le monde, d'éviter les accidents avec les engins habités, notamment la station spatiale. C'est pour ça que la seule obligation formelle qu'on ait, par exemple quand on fait un lancement, Ariane, Soyouz ou Vega, depuis la Guyane, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de risque de collision, quel que soit le créneau de tir, avec l'ISS. Alors c'est vrai que s'il y a une multiplication des vols habités, mais bon, il n'y en aura quand même pas tant que ça coûte une fortune, et heureusement, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, c'est très polluant. Mais il y aura des vols en orbite basse, par exemple, des sauts de puce, etc. On est tenu, tous les états de lancement sont tenus d'éviter les risques de collision à 10 moins, je ne sais plus combien, 10 moins 6 ou moins 8, avec la station et autres engins habités. Voilà, donc là, c'est une précaution préliminaire indispensable. Tom Cruise n'a rien à craindre. Donc. Alors, il y avait Pierre derrière d'abord. Pierre, oui. Je répéterai. Vous n'avez pas répondu à la question que plupart se posent ici, c'est si le vol soit assez fin et finit par envoyer plusieurs dizaines de milliers de satellites,
Starlink. Bon, pour ceux qui n'ont pas trop entendu, donc la question c'est, bon, grosso modo, si Elon Musk va jusqu'au bout de sa constellation avec ces dizaines de milliers de satellites, donc on a un petit peu évoqué tout à l'heure, et puis d'autres derrière lui, est-ce que tout ça est viable et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de courir déjà à la catastrophe en laissant faire? C'est un peu la question. Oui, voilà, sur la viabilité, tu vas répondre. Après, j'aimerais bien que Airbus nous dise un mot sur l'aspect prise du marché, puisque je rappelle quand même qu'Airbus a été à l'initiative d'une des premières constellations lancées, qui est OneWeb, qui est reparti maintenant qu'un nouveau propriétaire. Mais Airbus reste très impliqué, donc il faut peut-être en parler après aussi. Alors, concernant Starlink, donc effectivement, les méga-constellations, le problème, c'est la dynamique de développement de ces constellations par rapport à la dynamique réglementaire. On n'est vraiment pas dans la même dynamique. Donc nous, on est en train de mettre à jour la loi et pendant ce temps-là, comme je vous l'ai dit, il y a 800 satellites qui ont décollé. Pour le moment, Starlink est sur une orbite basse, 600 km, la prochaine génération aussi. Donc ça veut dire, au pire, ils occuperont l'espace pendant 25 ans. Ce sont quand même des gros satellites qui seront traquables, donc ils seront détectables, donc on pourra les éviter. Par contre, c'est vrai que, imaginons qu'il lance 40 000 satellites, il fasse faillite et on se retrouve avec 40 000 débris, il faudra les éviter. C'est-à-dire que les missions qui voudront aller dans ces altitudes-là, eh bien peut-être ça va être plus compliqué, il va falloir faire plus de manœuvres. Donc ça veut dire que réduire la durée de mission et de programmation, donc peut-être ça sera moins intéressant commercialement. Donc ça, c'est le risque, mais je pense qu'il pourra être maîtrisé tant qu'on reste sur ces orbites basses. Si par contre Starlink lance, ou même OneWeb, à 1200 km et puis fait faillite et que tout reste là-haut, là on sait que le problème, on l'a pour un moment. Après, ça pose la question d'une certaine façon de la préemption des orbites. Et là, je vais rebondir un peu sur quelque chose qu'a dit Jean-François et peut-être qu'il vous a échappé. Il a dit il faut réguler. Et il y a 10 ans, au moment où la LOS est apparue, les opérateurs et les industriels n'étaient pas tellement favorables à ce qu'on régule, parce qu'évidemment, c'est forcément une contrainte. Aujourd'hui, avec l'arrivée de ces constellations, nos opérateurs voient leur business qui peut être aussi menacé, parce que des orbites sont occupées en premier par les Américains, et ils ont envie qu'on vienne réguler ça. Ça reste quand même très difficile pour nous, parce qu'on n'a pas la moitié de la flotte en orbite. Donc, il faut harmoniser. On le fait à travers l'IADC, on le fait à travers le COPUOS. La situation multilatérale, le multilatéralisme aujourd'hui n'a pas tellement de succès avec la position dominante des États-Unis et puis le conflit latent et la militarisation de l'espace. Ce qu'on pense, c'est que cette harmonisation va venir plus de la société civile, un peu comme pour le climat, puisque les opérateurs aujourd'hui sont conscients, veulent protéger leur marché et commencent aussi à s'associer dans des collectifs. Le CNES en a créé un qui s'appelle le collectif For Space Care, dans des collectifs pour pouvoir faire poids sur les agences et au niveau international. Donc voilà, ça reste une question extrêmement difficile. Donc un danger immédiat, je ne pense pas. Mais par contre, un biais de concurrence, parce que les premiers sont là sur ces orbites, ça oui. La parole est à Airbus. Ouais, un point sur l'appropriation des orbites. D'abord, en tant qu'Airbus, on a fourni les satellites, on n'a pas défini les orbites. Nous ne sommes pas l'opérateur final, donc ce n'est pas nous qui décidons. Ce qu'on a pu voir, c'est que OneWeb, dès le début, a été très proactif sur l'aspect mitigation, désorbitation rapide, passivation, enfin plein d'efforts qui étaient supérieurs aux régulations actuelles. Par contre, la tentative d'appropriation d'orbite, physiquement, effectivement, elle existe. De facto, si on met des centaines de satellites à une altitude, ça gêne les autres. Il y a eu quelques tentatives pour dire qu'il faudrait réserver ce slot-là autour de cette altitude pour nous-mêmes. Je pense que tout ça, c'est un peu oublié. Mais par contre, ce qu'on voit tous, et ce qu'on sent tous, et ce qu'on discute dans les groupes de travail sur les régulations, c'est la nouvelle notion de Space Traffic Management. Comme on disait tout à l'heure, on roulait dans le désert un peu à l'aveuglette parce qu'il y avait de la place. Dans l'espace, ça ne sera plus le cas, en tout cas en Léo, et on sent qu'il va y avoir besoin de règles de fonctionnement. Alors soit sans aller jusqu'à l'attribution d'orbite au premier arrivé,
peut-être imposer des règles de fonctionnement bipartite entre les deux missions qui volent à peu près au même endroit, imposer des échanges directs très serrés, les segments sol de contrôle qui sont en connexion directe, pas par un opérateur américain, la NORAD, qui surveille de façon externe, mais avoir des liens très directs. Donc tout ça, c'est des discussions qui commencent. Malheureusement, comme l'a dit aussi Laurent, les discussions de type régulation, de type normalisation ISO dans laquelle on travaille, c'est des groupes de travail qui prennent des années avant de prendre une décision parce qu'il faut un consensus le plus général possible. Et à côté de ça, des opérateurs industriels, opérateurs commerciaux qui veulent mettre un business en place, ils sont full-time, des centaines de personnes à bosser sur le sujet, donc ils vont très vite. Donc on court un peu en termes de régulation, on court un peu derrière ce qu'on voit. Alors un autre point que je voudrais mentionner, parce que tout à l'heure, et ça rebondit sur un point qui a été dit tout à l'heure, de façon générale, il avait été dit on ne peut pas nettoyer l'espace, parce qu'il y a deux problématiques. Réduire la production future, mais il y a aussi vivre dans l'espace actuel. On ne peut pas réduire, ce n'est pas tout à fait le cas. Il suffirait, entre guillemets, d'aller attraper les gros débris et de les désorbiter. Pour ça, il suffirait de quelques milliards ou dizaines de milliards d'euros sur la table, parce que techniquement, on arrivera à trouver des solutions. On a travaillé, Airbus a travaillé sur des missions de démonstration récemment, de capture par filet, de capture par harpon, de capture magnétique, de capture par bras articulé des objets, de les désorbiter. Seulement, aujourd'hui, un point qu'on n'a pas mentionné non plus, et qui est peut-être important de vous signaler, c'est que l'espace, dès qu'on a quitté son domaine aérien, on se retrouve dans une zone internationale. Ce n'est pas du non-droit, c'est du droit pour tous, un peu. Il n'y a pas de réglementation. Il y a des traités internationaux qui donnent quelques règles de bon fonctionnement, mais une fois qu'on est là-haut, chacun monte sur une orbite, l'utilise et en redescend comme il veut, et fait un peu ce qu'il veut. Donc, comme il n'y a pas de règles internationales, contrairement à l'air traffic management, où il y a une régulation internationale qui est mise en place, aujourd'hui, un peu, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, et surtout, il n'y a pas d'organisme supranational qui est capable de mettre en place un financement de ce nettoyage d'un espace public. C'est comme si on voulait nettoyer la mer dans les zones internationales, tout le monde en est conscient. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver des financements pour faire ça. Pour l'espace, c'est pareil. Les techniques, on les aura. Si demain, on a commencé à travailler chez Airbus sur un certain nombre de solutions techniques, de gros systèmes pour aller ce qu'on appelle des chasseurs, des space tugs, pour aller chercher des grosses cibles, les redescendre au sol. Mais le business, c'est pas là aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de payeur pour ça. Et puis alors, il y a d'autres problématiques qu'il faudrait aborder aussi, mais ce serait trop long. C'est l'espèce de droit spatial qui fait que quand on capture un objet étranger, on se retrouve dans une situation juridique aujourd'hui qui n'est pas réglée du point de vue international. Qui est responsable de ce composite en cas d'accident, en cas d'échec, en cas de défaut, en cas d'accident au sol ou en vol. Donc on a des blocages financiers surtout pour le nettoyage de l'espace. Et puis on a quelques blocages juridiques. Mais si demain, après-demain, la situation devient extrême, les plus gros objets, on en connaît, il y a des gens qui ont fait tout un tas d'organismes qui ont travaillé sur les 50 plus gros objets qu'il faudrait, les 50 plus critiques, qui sont pour une majorité des anciens étages de fusées russes d'ailleurs, soviétiques, donc pas russes, c'est un peu différent. Et il faudrait aller les désorbiter. Ça coûterait. Si demain, il y a un organisme international, les États se mettent, la Commission européenne met du budget dessus, les industriels, on trouvera des solutions techniques pour aller le faire. Mais un exemple, Envisat, l'ESA a fait faire des études importantes pour essayer de désorbiter Envisat. C'est un gros satellite, un des plus gros satellites européens, la taille d'un bus à peu près, 8 tonnes, qui est tombé en panne autour de 800 km d'altitude. Il va rester là-bas des dizaines, voire des centaines d'années. Les deux consortiums industriels qui ont travaillé sur la faisabilité d'aller désorbiter ça sont arrivés globalement au même résultat. C'était autour de 400 millions d'euros. 400 millions d'euros pour mettre un débris à la poubelle, pour l'instant, c'est compliqué. Non mais Daniel, là, ce dont tu parles de se débarrasser des gros débris, c'était avant la problématique Starlink et des méga constellations. Si on a 10 000 Starlink à 600 km, Pierre a raison, on va avoir un vrai problème. Alors, et on ne pourra pas s'en débarrasser. C'est complémentaire. Tu as les très gros pour faire, il faut du truc. Et pour les constellations, et c'est peut-être le marché de l'active débris removal le plus crédible, il y a plusieurs initiatives, clairement, qui travaillent sur le sujet aujourd'hui, de faire des désorbiteurs dédiés sur des constellations, qui sont basés sur la même plateforme, une même plateforme que OneWeb ou une même plateforme que Starlink, dans lequel on remplace la charge utile de télécom par une charge utile de capture, et qui sera lancé. On peut imaginer, quand on lance 50 satellites, il y en a le 50e, c'est en fait
un chasseur des orbiteurs de celui qui tombera en panne. Oui, Donc non, ça, c'est une solution. Moi, je suis toujours content de voir que les industriels ont plein d'idées pour aller chercher les débris. Mais j'aimerais qu'ils aient autant d'idées pour éviter d'en créer. Parfois, ça coûte quand même quelques millions d'euros de ne pas laisser un objet en orbite. Alors, c'est parfois les opérateurs. L'ESA était responsable. Hein, sur Envixat, on savait qu'elle allait tomber en panne. Ils ont continué à s'en servir et puis il est tombé en panne. Parfois, par exemple, Ariane Espace, Ariane Group, nous explique que, oui, d'accord, déorbiter l'étage, mais ça va coûter 500 kg de perfo, donc hors de question, etc. Et on a des vrais conflits avec eux, par exemple. Eh bien, la réponse, c'est non, il faut déorbiter. Voilà. Un satellite, par exemple, un satellite pour lequel on veut faire une déorbitation active, parce qu'en gros, il pèse plus d'une tonne, et il a un risque de collision au sol, d'impact létal sur quelqu'un. Ça veut dire, c'est vrai qu'il faut embarquer 200, 300, 400 kg d'ergol à bord. C'est-à-dire qu'il faut un lanceur plus gros. Et à la fin, ça peut coûter 10 millions, 20 millions, 40 millions, ce qui est beaucoup. Ça, je reconnais que ça fait beaucoup d'argent en plus. Mais aller le chercher, ça fait des centaines de millions d'euros. C'est un vrai problème économique. Et aujourd'hui, on n'a pas de règles, et là, tu as tout à fait raison, on n'a pas de règles internationales du genre pollueur-payeur. Hein, ceux qui polluent, ce n'est pas ceux qui payent. Et ça, c'est une vraie difficulté. Il n'y a pas d'écotaxe, pour l'instant, ça n'existe pas. Qui serait une des solutions. Allez, 2-3 questions. Il y en a une là-bas. Avant le couvre-feu. À propos de la mise en œuvre de ces régulations internationales sur les hélicoptères, est-ce qu'il y aura une lecture commune de la proximité entre satellites? Je pense à la situation il y a quelques mois entre l'ESA et SpaceX, où l'ESA a déplacé un satellite Sentinelle pour éviter un satellite Starlink, parce que SpaceX refusait de le faire en considérant que eux, il n'y avait pas de danger. Parce que pour eux, il n'y avait pas de danger. On hésite à répondre, là. On est... Bon. Non, mais là, on est un peu dans la... En gros, il y a un risque de collision entre deux satellites qui peuvent bouger, quoi. C'est un peu la question, quoi. C'est celui qui viendra de droite qui aura la priorité ou pas, quoi, en gros. Comme sur l'autoroute? Non, c'est pas sur l'autoroute. Non, voilà. Donc, en fait, bon, ce sont des situations qui sont quand même assez rares, mais qui peuvent arriver, effectivement. Nous, de l'expérience que l'on a, on gère à peu près 150 satellites européens. À chaque fois qu'on a eu ça, il y a eu une coordination, je dirais, à l'amiable qui a été faite, où effectivement, chacun va donner son orbite. Alors, très souvent, ce qui arrive, c'est que chacun donnant son orbite très précise à l'autre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de faire de manœuvre d'évitement. Ça, c'est déjà un premier point. C'est-à-dire que quand on soulève l'alerte, on a des trajectoires qui sont un petit peu approximatives, parce qu'elles peuvent être vues de l'extérieur, mais en termes de coordination, il y a assez rarement besoin de faire des manœuvres. Peut-être que là, il n'y a pas eu une coordination bien parfaite. C'est ce qu'on peut déplorer, effectivement. Alors après, un objectif aussi du STM, ça serait peut-être d'imposer des règles standards, un peu comme on a dans les avions. Ça, on pourrait peut-être l'imaginer. Mais jusqu'à présent, quand ça se passe, la coordination se fait très bien. En gros, c'est celui qui a le plus peur qui manœuvre le premier, mais ça se fait très bien. On va essayer de continuer avec les questions, peut-être des réponses courtes pour en avoir plusieurs avant qu'on termine. Oui, ça fait plusieurs fois. Est-ce qu'une collision peut ne pas être problématique? Alors ça, c'est une super question, en fait. Parce qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, quand on fait la gestion des risques de collision, quels que soient les deux objets qui sont impliqués, on cherche à éviter la collision. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte la conséquence de la collision. Et en gros, l'idée, il y a un petit peu ça derrière. C'est-à-dire qu'en gros, l'objet est tout petit, j'accepte de faire la collision ou pas, ou je suis moins contraignant. C'est certainement vers quoi on va aller. En effet, les moyens, on n'en a pas trop parlé, mais les moyens qui permettent de suivre les débris dans l'espace évoluent et on va vers essayer de déterminer l'orbite des plus petits objets. Le problème aujourd'hui, on a vu 20 000 satellites, 20 000 objets dangereux ou 30 000, un évitement par an, c'est gérable. Si on multiplie par 10 ça va devenir problématique. Et du coup, il faudra faire certainement,
certainement qu'on va prendre en compte la dangerosité et que c'est quelque chose à venir. Oui, et des collisions qu'on Juste accepterait. pour compléter, un des vrais besoins futurs, c'est d'améliorer cette connaissance des orbites des objets. Absolument. Et il y a tout un tas de plans de travail et qui sont là pour améliorer les radars au sol, les moyens et tout. On fait trop d'alertes, il y a des centaines de milliers d'alertes qui sont gérées pour de temps en temps une manœuvre. Donc il faut avoir une meilleure connaissance. Une meilleure efficacité aussi. Pour répondre à la question, un objet d'1 centimètre sur le corps du satellite, ça le détruit en général, mais sur un panneau solaire, ça fait un choc, on le voit. On a eu des photos de satellites qui ont des caméras qui ont vu, on l'a pas ici, mais qui ont vu l'impact. On a vu des morceaux de panneaux solaires partir. Le satellite peut continuer à travailler, à vivre. Voilà. Oui. Alors très bien, en effet. La question, vous avez tous entendu, on disait tout à l'heure qu'on est un peu dépendant des Américains pour le suivi. La question est, est-ce qu'on ne peut pas être un petit peu plus indépendant des Américains? Est-ce qu'on n'a pas des outils nous-mêmes? Alors ça, c'est aussi une question vachement intéressante. Alors tout à l'heure, quand j'ai parlé des catalogues, oui. Il y avait la question de dire, mais comment on connaît la position des objets dans l'espace? J'ai dit que la principale source, c'était une source américaine, elle est historique. Aujourd'hui, effectivement, on a des moyens européens. Et alors, le radar Grave, c'est un radar militaire français qui a été développé il y a une quinzaine d'années, qui aujourd'hui est une source indépendante permettant de connaître l'orbite des objets potentiellement dangereux. Et au-delà de ça, on n'en a pas parlé, on n'a peut-être pas le temps d'en parler non plus, mais il y a la Commission européenne qui a investi énormément d'argent pour que les États des États européens travaillent ensemble et créent ensemble, mettent en communauté tous leurs capteurs pour avoir un catalogue européen qui est en train de se construire aujourd'hui. Et effectivement, on gagne une autonomie. Alors l'idée c'est autonomie. Le but, c'est pas tellement d'être autonome en fait. Pour les politiques, oui, ils veulent l'autonomie, mais les techniques, nous, ce qu'on veut, on veut la coordination. C'est-à-dire qu'on cherche à avoir des capteurs européens qui aillent dans les trous des capteurs américains et qu'on mette nos informations ensemble, parce que c'est vraiment une volonté mondiale de faire ça. Mais il y a des capteurs et un catalogue européen qui est en train d'être construit aujourd'hui. Bon, rassuré. D'autres questions? Allez, on en prend quoi? 2, 3 encore, Nicolas? 2 questions. Allez, profitez-en. 2 questions. Au fond, bien fort. Alors, est-ce qu'il y a des simulations où le syndrome Kessler s'emballe encore plus ou plus rapidement que ce qui serait prévu? Est-ce qu'il y a des simulations comme ça, catastrophes, qui sont faites, peut-être par les agences? Alors, dans le cadre de l'IADC, le CNES avec ses partenaires mène des simulations de prolifération des débris en fonction de différents scénarios, avec constellation, sans constellation, constellations qui respectent les mesures de passivation telles qu'écrites dans la LOS, sans les respecter, etc. Donc comme je l'ai dit auparavant, si aujourd'hui on arrête de tirer, le nombre de débris augmente. Et évidemment, si les constellations ne respectent pas des mesures de mitigation, il est certain que l'espace durable, il n'est pas pour longtemps. Donc c'est pour ça que les opérateurs de constellations eux-mêmes ont pris des dispositions avant même que la réglementation soit adaptée à leur cas, pour pouvoir désorbiter. C'est le cas de OneWeb qui prévoit une désorbitation en 2 ans au lieu de 25 ans en étant à 1200 km, parce que de toute façon leur business est menacé. Donc des scénarios critiques ou catastrophiques, oui, on en a. Après, le principe de réalité économique fait qu'il y a peu de chances qu'on arrive vers ces scénarios très catastrophiques qu'on a produits. Donc on fait ce genre de simulation. C'est très compliqué, j'en ai vu quelques-unes des simulations comme ça, les hypothèses sont ce qu'elles sont, on peut tout à fait les contester, trouver qu'elles sont pessimistes, optimistes. C'est la propagation du nombre de satellites qu'on va mettre en vol sur les 50 ans qui viennent, en disant il y a une constellation de 10 000, genre, il y en a 5%, 10% qui tombent en panne, j'en remets 1000 de plus par an pendant 50 ans. Est-ce que c'est crédible, pas crédible? Ça, c'est très difficile à dire. Très difficile. Il y avait une deuxième partie dans la question qui était l'impact sur la Terre. Donc l'impact, si l'activité spatiale aujourd'hui s'arrêtait, vous l'avez vu dans le film. Alors les GPS, on ne serait pas trop embêtés parce qu'ils sont sur une orbite méo à un peu plus de 20 000 km, donc il n'y a
il n'y a personne là-bas, donc ils ne sont pas embêtés. Mais on aurait des problèmes sur les télécommunications, on perdrait les télécommunications, les prédictions de météo, et puis quelque chose qui n'est pas dit dans le film, parce que les Russes n'y sont pas tellement sensibles, mais il y a sur les 50 variables climatiques aujourd'hui, un peu plus de 50 qui permettent de mesurer l'évolution du climat, plus de la moitié sont des variables qui viennent du spatial. Donc ça veut dire que s'il n'y a plus d'activité spatiale, on devient aveugle sur l'évolution du climat. Voilà, pour vous donner un exemple. Très important. Et également sur les affaires de défense, la défense, même en France, on est moins dépendant que les Américains du spatial, mais notre défense est quand même très dépendante et notre politique du spatial. Je rappelle par exemple que la guerre en Irak, voulue par George W. Bush sur la base de renseignements qui étaient volontairement tronqués et erronés, vous savez, les fameuses armes de destruction massive de Saddam Hussein qui n'existent pas, qui a été inventée par la CIA à la demande de Bush. En fait, les Anglais n'avaient pas de moyens indépendants de vérification et ils sont allés, ça leur a coûté quand même 200 morts, je ne sais plus combien de dizaines de milliards de livres et la chute du gouvernement. Les Français, on avait des renseignements, notamment satellitaires, grâce à nos satellites indépendants. On a pu vérifier que c'était bidon, ce qui a entraîné le discours de Villepin à l'ONU, qui a fait un tabac, et la France n'y est pas allée. Et sans satellite, on aurait peut-être été obligé d'accompagner les Américains. C'est extrêmement important. Vous voyez, voilà. Bien sûr. Donc on a besoin de satellites. On a besoin de satellites. Dernière question, tout à fait au fond. Oui. Alors il faudra parler encore plus fort. Alors, il y a français, européen, il y a des petites choses peut-être à expliquer. Je répondrai brièvement, j'aimerais bien. Et pour le reste, Joker, on me l'a interdit. Bon, alors, je peux juste rajouter quelque chose. Il est vrai que mettre autour de la table l'ensemble des opérateurs de satellites, l'ensemble des industriels qui fabriquent des satellites, même s'il n'y en a pas trop, mais des opérateurs, il y en a de plus en plus dans les pays, ça peut être assez compliqué. Par contre, jusqu'à très récemment, des États qui étaient capables de lancer, il y en avait assez peu. Donc, il paraissait plus facile de mettre autour de la table les États de lancement pour qu'ils puissent se mettre d'accord entre eux pour ne lancer que des satellites qui respecteraient un certain nombre de règles. Ça, maintenant, c'est un petit peu moins vrai, puisqu'il y a des lancements privés, il y a le développement des lanceurs privés avec SpaceX, Amazon, puis l'arrivée des micro-lanceurs. Donc finalement, aller sur les opérateurs de lancement, c'est une solution qui est moins efficace qu'elle l'aurait été il y a quelques années. Il faut quand même reconnaître une chose, c'est que quand Ariane Espace va lancer un satellite, allez, je vais les nommer turc ou mexicain par exemple, dont on sait qu'ils ne respecteront pas les règles communes de type IADC. C'est-à-dire qu'en fin de vie, ils vont rester en orbite géostationnaire jusqu'au bout et donc polluer cette orbite. Et qu'ils ne vont pas immatriculer, comme ils le devraient, leur satellite à l'ONU. J'aimerais bien interdire ces lancements. Mais il y a le business d'Ariane Espace qui est important aussi. Et la France a besoin que Ariane Espace puisse lancer des lanceurs, parce que sinon on paye les déficits. Donc pour l'instant, c'est l'enjeu économique qui l'emporte. Oui, puis juste un rappel aussi. aussi. De toute façon, il serait lancé ailleurs dans tous les cas. Voilà, oui. Exactement. La France, ou alors les lancements un peu plus, ça a une proportion un peu plus, mais pour les satellites, on représente un pourcentage tout petit de ce qui envole. Hein. Donc on peut prendre des précautions colossales au niveau France, même Europe. Même le responsable de l'ESA le disait à un moment, de façon un peu extrémiste au moment où il partait à la retraite. Si les autres États ne font pas d'efforts, l'ESA ne va pas recommander de faire des efforts. On ne sert à rien si un tiers des objets sont russes, un tiers chinois, un tiers américain, et 10% pour le reste du monde. Donc, alors c'est vrai que sur le compte qu'on faisait, parce que ça me fait penser à ça, sur les 5000 à peu près, là, actifs-inactifs, quand on a en orbite, on a dit on en a 2500 américains, 1500 alors, russes, après, troisième, les Chinois, alors là, ils sont qu'aux 400, mais ça augmente, français, 69, voilà, donc on ne va pas faire ça tout seul, ça rejoint ce qu'a dit Jean-François Bureau, que je salue. On va vraiment arriver, donc là on va conclure cette table ronde. Jean-François Bureau, vous l'avez répété plusieurs fois, cette coordination européenne dans un premier temps, et ça aussi ça a été rappelé ici par les invités, et puis
international dans un second temps. C'est vraiment la voie qui permettra d'avancer avec tout ce qui nous attend. On a parlé de ces méga-constellations, on a parlé du développement aussi, tout simplement des satellites dans les années qui viennent. Donc je voudrais conclure, si vous le voulez bien, vous remercier d'abord à tous, Jean-François Bureau à distance, à vous 6 d'être venus ici pour nous présenter tout ce qu'on essaie de faire en France, bientôt en Europe, bientôt encore plus au niveau international pour régler ce problème. On voit qu'ici, on essaie de le régler ensemble. Ça, c'est quand même un point à souligner. Il y a des débats, il y a des discussions, mais les industriels, l'État, les agences, l'Agence française de l'espace, le CNES, essaient de résoudre ces problèmes-là. Ça, c'est quand même à souligner. Puis je retiens ce que disait Laurent. Et finalement, c'est pour ça qu'on fait aussi ce genre de soirée. Et je remercie aussi Nicolas pour l'organisation. C'est qu'on sent bien que les choses, elles font changer. Le parallèle avec le climat, il a été fait par la société civile, c'est ce que vous disiez. Oui, il faut sensibiliser les gens, le public, à cette nouvelle problématique pour faire pression, pour que chacun de nous essaie de jouer son rôle, pour que les choses, petit à petit peut-être, évoluent et qu'on arrive à aussi traiter ce problème qui devient un problème majeur maintenant par rapport aux activités spatiales. Donc voilà, je vous remercie vraiment d'avoir été si nombreux pour entendre ce que tous ces spécialistes, et merci encore à vous 7, et on peut les applaudir.